tous, c'est dans le cadre enchanteur et ressourçant de la Drôme que les Mystics on the Beach se rendent aujourd'hui. Nous partons avec enthousiasme à la rencontre d'un docteur en sciences, écrivain et astrologue. Nous sommes en effet invités par le fondateur de l'Université du Symbole pour partager un moment précieux de vie. Bon alors. Aujourd'hui, les Mystics on the Beach débarquent chez Luc Biget, qui est ravi de nous recevoir. Bonjour. On Bonjour, envahit ton Mélissa. canapé. Bonjour Luc. Astrid. Merci de nous recevoir. Mais avec Très content. plaisir. Je crois que le chat apprécie beaucoup. Je vois. C'est intéressant. Nous avons une Voilà. Mélissa qui est une De abeille l'ombre. et Une Astrid du soleil. Astrid du soleil. Ouais, le soleil et la ça lune, ne- je trouve que ça nous va bien. Ça ne peut faire que du bon miel alors. Ben, on va essayer en tout cas de faire une bonne interview. Eh ben, bravo. Hey. Là, on la garde. Bonjour Luc. Bonjour Astrid. Merci de nous accueillir. Donc, chez toi avec Pacha. Eh ben oui, c'est l'habitant, c'est l'habitant de la maison, voilà. Qui, je ne sais pas s'il aimait de filmer, mais en tout cas, il aimait sur les genoux. Bon, c'est un bon départ pour notre interview. Alors, nous avons quelques petites questions pour toi. Oui, petite. Ouais, petites. On va Petite. commencer petite. D'accord. Oula. Qui suis-je? C'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé. Non, si tu manges le micro, ça va pas aller. Qui s'appelle les séminaires intensifs vers l'éveil. Et on passe 3-4 jours, ça dépend, à répondre à la question « Qui suis-je » en diade. On a tout notre temps. Donc, non, alors évidemment, cette question évolue en fonction du temps, et la réponse en tout cas évolue en fonction du temps et de l'âge. Mais j'en suis arrivé à cette expérience à un moment radical d'ailleurs, qui a été le fait de voir et de comprendre que je suis personne. Alors pour tout dire, à un moment, pour différentes raisons, j'ai perdu la vue. Et c'est compliqué de perdre la vue quand on est écrivain et qu'on cherche à être autonome. Donc j'avais envisagé très sérieusement en réalité de mettre fin à mes jours. Donc j'étais au Portugal à l'époque et j'avais regardé comment je fais mon testament. Je revenais ici, tant bien que mal, j'allais dans la forêt, etc. Bon. Puis tout à coup, j'ai vu qu'il n'y avait personne à tuer. Et donc, et ça m'a fait passer l'idée d'une manière absolument radicale. Et c'est vrai qu'il n'y a personne, c'est-à-dire ce qu'on appelle le sujet, c'est juste des amalgames de croyances, de systèmes de représentation, d'images, d'espoir, de désespoir, etc. Mais en réalité, tout ça, c'est de la grande maya du monde. Et le fait de réaliser ça, c'est de le voir très, très concrètement. D'ailleurs, ça m'a permis d'accentuer cette notion que toutes nos représentations sont des systèmes illusoires, mais à ce moment-là, c'était pas un concept, c'était vraiment quelque chose de vécu profondément. Donc, je suis personne, et pour reprendre l'expression de Shakespeare, la question n'est pas être ou ne pas être, la question c'est être et ne pas être. Brièvement. Ah oui, en 2 mots. J'ai entendu brièvement au sous-titre. Waouh. Déjà, un mythe, c'est les grandes structures de l'inconscient collectif, pour le faire bref, qui vont en général organiser les cultures et les sociétés. Alors, chaque individu est en contact avec l'inconscient collectif, donc porte en lui en réalité des schémas de sens qui vont le nourrir et donner un sens à son existence. Donc le fait de connaître son mythe fondateur nous donne une carte géographique en fait. Le mythe est une géographie psychique qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais nous indique où sont les pièges, où sont les montagnes, où sont les autoroutes. Donc le fait de connaître son mythe fondateur nous
nous aide à accomplir sa destinée, c'est-à-dire en tout cas à vivre une vie significative, qui n'est pas forcément une vie facile, hein, bien sûr, mais à maturer intérieurement à travers les difficultés qu'on rencontre et dont le mythe peut à la fois nous prévenir et nous encourager pour les traverser. Ah ah. J'ai toujours, et encore maintenant d'ailleurs ça reste, j'ai toujours rêvé de partir sur les routes, faire le tour du monde. Mais à pied, bon, je sais que le monde est long, hein, mais 40 000 km, mais, et encore... mais une des grandes choses qui me reste... Quand j'avais 18 ans, j'ai failli partir en Inde à pied, au lieu de rester en fac, ça me gonflait un peu. Et donc, bon, je sais pas, j'ai fait autre chose. Mais ça, c'est un rêve inaccompli, d'avoir cette grande liberté de celui qui n'a rien, et qui est sur les routes, et qui est ouvert à la joie des rencontres et à tout ce qui peut survenir. Ah. Là encore, tout est relatif dans la réponse. C'est une question compliquée, en fait, qui pose évidemment la question du libre arbitre. Alors, je pense que tout dépend du champ de conscience, du plan de conscience dans lequel on se situe. C'est-à-dire, si la conscience est un peu éteinte, ou si elle est dans une espèce de normose, en réalité. On a la psychose, on a la psychose et la névrose, mais on a aussi la normose, hein, qui est cet état d'esprit qui fait qu'on est en accord avec la normalité. Mais il faut entendre normal dans son sens de la langue des oiseaux. Hein. Le normal, c'est un mauvais nord, donc il faut faire attention à la normalité. Donc si on est dans cette normose, oui, quelque part tout est écrit, parce qu'on n'a pas la conscience et donc le libre arbitre pour faire des choix essentiels. Le deuxième niveau de réponse, c'est quand la conscience commence à s'affiner, à s'individualiser, à être plus lucide sur elle-même et plus rebelle en même temps. À ce moment-là, le libre arbitre commence à prendre le dessus, et donc à ce moment-là, on a tendance à dire « rien n'est écrit, je suis libre et je fais que ce que je veux ». Au troisième niveau de conscience, lorsque justement la personnalité s'agenouille devant la présence du soi, on peut dire à nouveau que tout est écrit. Et j'aime bien cette expression des philosophes grecs, hein, qui disaient que notre seule liberté est d'accomplir notre destin. Donc à ce moment-là, oui, on est libre, mais on est libre de choisir ce qui doit être fait de toute éternité. Et en réalité, l'œuvre qu'on a à accomplir sur cette planète, une œuvre unique, évidemment, puisque chacun d'entre nous est unique. Donc, au fond, si on n'accomplit pas cette œuvre, personne ne le fera à notre place. Et ici, accomplir l'œuvre, ça veut dire révéler la lettre du nom de Dieu dont on est porteur, pour employer un langage un peu mystique. Donc c'est pas une question simple, parce que tout est écrit. Alors, on dit souvent que la langue des oiseaux, c'est la tradition alchimique, hein, qui l'a mise en place, mais en fait, c'est un peu plus que ça, c'est-à-dire c'est l'inconscient du langage, c'est-à-dire c'est ce que nous murmurent les mots dont on n'a pas conscience. Donc la langue est porteur de l'inconscient des peuples et porteur de toute une histoire en réalité. Et donc du coup, les mots disent beaucoup plus à travers leur sonorité et leur forme que ce qu'on leur attribue d'une manière consciente. Donc il y a un très joli mot, hein, que reprend d'ailleurs Lacan, que j'aime bien citer, qui est le mot interdit. Donc l'interdit, c'est pas ce qui est lié à une interdiction morale ou une interdiction juridique, ce qu'on attribue en général, le sens qu'on attribue en général à ce mot, mais c'est interdit. Interdit,
c'est-à-dire ce qui est entre les dits. Et on voit bien que le vrai interdit, c'est ce qui n'a jamais été formulé en réalité. Autrement dit, c'est tout ce qui n'appartient pas à la cosmogonie et à la vision du monde à laquelle on appartient, parce que ce qui n'a jamais été dit n'est pas accessible dans la conscience. On peut aller un peu plus loin en disant l'interdit, c'est interdéité, donc c'est ce qui est entre les systèmes de représentation sacrés qui nous habitent. Donc du coup, l'interdit, c'est tout ce qui passe dans les interstices de nos représentations du monde, fussent-elles les plus présentes au sacré. Donc on voit bien que ce mot interdit dit beaucoup plus en langue des oiseaux que ce qu'on veut bien lui accorder en termes de valeur usuelle. Donc beaucoup de mots fonctionnent comme ça. On peut regarder les prénoms, on peut regarder les mots du langage courant, on peut le normal que j'évoquais tout à l'heure. Hein. On peut regarder les pathologies également. Hein. Donc tout ça, c'est... Le langage possède une connaissance sur les choses dont on n'a pas conscience et qu'il est possible de véhiculer si on le considère comme un symbole, comme les lettres et les sonorités sont des symboles. Coupé.